Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui puisque nous sommes un peu entre amis. Nous allons commencer de manière helvétique à 12h30. Merci d'être présents pour cette séance un peu confidentielle parce que la stèle de Narbonne, qui est très importante dans l'histoire de l'épigraphie de la présence juive en France, enfin du moins sur le territoire de la France actuelle, est une stèle très importante, mais évidemment elle n'a pas la notoriété de l'obélisque de la place de la Concorde. C'est dommage d'ailleurs. Alors j'ai souhaité m'auto-programmer, hein, c'est un peu inhabituel et c'est à la limite de la déontologie, dans ce cycle que nous concevons avec Sophie Andrieux et Joseph Hirsch chaque année depuis 4 ans maintenant, art et archéologie du judaïsme, parce que j'ai travaillé sur cette stèle. J'avais déjà consacré 2 pages dans mon livre sur l'archéologie du judaïsme, publié en 2021, à la stèle, où je formulais l'hypothèse que les 3 enfants de Parégorus, fils de Sapoudus, à savoir Justus 30 ans, Matrona 20 ans et Dulciorella 9 ans, qui sont donc morts simultanément, hein, qui font l'objet de cette inscription funéraire, étaient morts d'une épidémie. Et la recherche, entre guillemets, avançant, j'ai pu trouver des éléments nouveaux ou corrélés avec des éléments nouveaux, ce que je savais déjà, et donc y consacrer un vrai travail et obtenir du Palais-Musée des Archevêques de Narbonne que la stèle nous soit prêtée. Et elle est actuellement, vous pouvez la voir au centre de l'image, hein, ici, dans la salle médiévale, dans la 2e salle du parcours permanent. Au passage, d'ailleurs, je remercie tout particulièrement Fleur Colette, hein, qui est la directrice des musées de Narbonne, qui a accepté de nous la prêter, quasiment de nous la déposer, hein, pendant 1 an, et qui d'ailleurs l'a fait restaurer, on le verra plus loin, nettoyer en fait, hein, pour l'occasion. Je voudrais remercier également Sophie Rodriguez, qu'on aperçoit de dos ici, qui est la régisseuse des œuvres du musée, a un rôle tout à fait fondamental dans un musée, puisqu'elle s'occupe de l'ensemble des transports, des assurances, des emballages, de toute l'itinérance des œuvres, et c'est une fonction tout à fait fondamentale si on veut veiller à la bonne conservation des œuvres. Puisqu'à la fois, nous avons le souci de faire circuler notre collection, et en même temps, il est très important que cette circulation de la collection ne s'accompagne pas de dommages pour les œuvres, les objets, les archives. Et ça vaut évidemment aussi bien pour nos propres œuvres que pour celles que nous prêtons. Je voudrais aussi remercier Virginie Michel, hein, qui m'a accompagné dans la rédaction du texte de salle et dans l'ensemble de l'installation du texte de salle que vous voyez à droite, hein, qui est une synthèse de ce que je vais tâcher de vous raconter aujourd'hui. Et Dieu sait que l'exercice de synthèse n'est pas toujours simple quand il faut passer de 30 000 signes à 3 000 signes, ce qui est à peu près le cas là. Et puis Nicolas Feuilly, qui est le responsable de la collection photographique du musée, qui a coordonné une campagne de photos et au sein de laquelle on a repris des photos nouvelles de la stèle, avec Christophe Foin, qui est le photographe qui suit qui s'occupe des campagnes photographiques des œuvres du musée, et qui nous a donné de magnifiques images de la stèle. Vous allez voir la différence avec ce que nous avait fourni Narbonne au préalable, qui sont des photos anciennes du musée de Narbonne, hein. Je ne critique pas le musée de Narbonne au passage, bien entendu. Mais c'est des photographies très précieuses parce qu'elles mettent évidemment en valeur. Donc là, on voit les transporteurs les transporteurs spécialisés de SI qui apportent la stèle dans sa précieuse boîte, hein. L'emballage des œuvres, ça fait partie des gros enjeux de déplacement des œuvres, et c'est une partie importante d'ailleurs du coût de transport. Et on voit ici la caisse, hein, une caisse extrêmement sophistiquée, solide, dans l'ascenseur monte-charge qui nous l'apporte. Alors voilà la photo qui circule habituellement, hein, qui provient du Palais-Musée des Archevêques de Narbonne, où la stèle était en réserve sur un mur porté par ces pattes métalliques qu'on voit en bas ici, hein, j'espère que tout le monde voit bien, d'une définition relativement médiocre et avec une lisibilité de l'inscription qui n'est évidemment pas optimale. D'autant que c'est une inscription qui est une inscription latine, avec une
petit passage en hébreu, qui est une inscription assez complexe et dans des caractères qui flottent entre plusieurs types de graphie antique. Ce n'est pas ma spécialité, donc je ne développerai pas cet aspect-là, mais c'est très bien développé dans un article de Michel Chalon dont je vous parlerai. Voilà. Et là, on voit les magnifiques photos de Christophe Foin qui permettent notamment de voir très bien la menorah simplifiée, donc le chandelier à cette branche simplifiée en 5 ici, et ici l'inscription hébraïque. Faites-moi confiance, on va la voir de plus près. Voilà. Alors, cette stèle, hein, je l'ai dit, qui est la stèle funéraire de Justus, Matrona et Dulciorella, dite stèle de Narbonne, aurait été découverte en 1846, rue Romain, à Narbonne, au nord du centre historique, dans une zone funéraire visigothique, hein, qui se trouve ici. Probablement d'ailleurs au moment de la construction du chemin de fer, hein, au milieu du 19e siècle. Le chemin de fer en France a mis au jour, en effet, notamment à Mâcon, des stèles funéraires, alors pour le coup médiévales. Hein. C'était des chantiers de ce que les archéologues appellent maintenant des grands linéaires. Et donc au 19e siècle, il y a eu des découvertes fortuites, comme il y en a aujourd'hui, mais elles ne sont plus fortuites. Aujourd'hui, elles sont tout à fait organisées et on les qualifie de préventives. Donc la stèle aurait été découverte rue Romain. Alors c'est à peu près par là. Hein. On voit la voie ferrée ici, dans une zone au nord de l'Aude Robine, hein, sur la rive gauche de l'Aude Robine, donc la rivière qui irrigue Narbonne. Dans une zone où ont été retrouvées à l'époque plusieurs épitaphes d'époque visigothique, puisqu'on va le voir, c'est une stèle d'époque visigothique. Elle est actuellement conservée dans le Palais-Musée des Archevêques de Narbonne, qui est un bâtiment tout à fait extraordinaire, hein, qui a la qualité, presque la qualité du Palais des Papes d'Avignon, ou de certains très grands bâtiments palatiaux ou épiscopaux italiens. Hein. Mais elle était jusque-là en réserve. D'ailleurs, Flore Colette a l'intention de la montrer dans son musée rénové dans quelques années. Et donc, il nous faudra lui rendre, hélas. Alors, à l'instar de la stèle d'Auch, que vous avez peut-être aperçue à gauche de la stèle de Narbonne, sur la vue de la salle, cette stèle d'Auch qui est l'autre document des 5e, 7e siècles sur la présence juive, hein, où on reconnaît également une menorah à cette branche, et l'inscription Shalom en hébreu, beaucoup plus évidente d'ailleurs, hein, là, et relativement mieux gravée. À l'instar de la stèle d'Auch, la stèle de Narbonne est l'un des plus anciens monuments de la présence juive en France, et c'était la plus ancienne mention épigraphique nominative d'une famille juive avant la découverte en 2009. Vous voyez ici la pelle mécanique qui sort ce sarcophage sur la rive droite du Rhône, dans le quartier de Trinquetail à Arles. On utilise maintenant énormément les pelles mécaniques en archéologie préventive, mais là, il ne s'agit pas d'archéologie préventive, il s'agit d'une découverte fortuite lors d'un chantier d'assainissement, je crois par la Société des eaux d'Arles, ou l'équivalent. Et donc, c'est un sarcophage double qui a été trouvé en 2009, qu'on aperçoit au fond de la fosse. Les photos sont évidemment à l'envers, comme vous le voyez, puisqu'il aurait fallu commencer par celle-là. D'ailleurs, on est très près du Rhône et donc la nappe phréatique est toute proche. Hein, et après la première excavation, le lendemain, l'excavation était complètement envahie par l'eau, comme on l'aperçoit en bas de l'image, qui a beaucoup compliqué la fouille. Une fouille qui a été coordonnée par Alain Genot, qui est conservateur au musée de l'art antique à Arles. Voilà. Et là, la sortie du sarcophage et une vue d'ensemble du sarcophage. C'est un sarcophage très intéressant parce que, comme vous voyez, il est relativement sobre par rapport à des sarcophages historiés tout à fait extraordinaires qu'on a au musée de l'art antique. Mais il y a un cartouche au centre, hein, donc ce grand rectangle poli, enfin relativement lisse, disons, par rapport au reste de la cuve, où on lit, faites-moi confiance, Pompeia Iudea et Cosotius Eutycles. Donc Pompée la juive, hein, Pompeia Iudea, et le sarcophage stylistiquement est datable du IIIe siècle. Donc c'est une découverte très récente, mais qui nous permet évidemment de dire que
probablement au milieu du IIIe siècle, vers 250 de notre ère, il y avait déjà des Juifs à Arles. Alors, c'est des choses que l'on sait par les archives, et notamment les archives ecclésiastiques, mais évidemment, d'avoir une mention épigraphique, ça permet d'attester de manière certaine cette présence. Mais jusque-là, jusqu'en 2009, et ça reste vrai si on raisonne en termes de famille, la plus ancienne mention, c'était la stèle de Narbonne, qui a fait d'ailleurs l'objet puisqu'on a donc 3 personnes, 3 enfants, les 3 enfants de Parégorus, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont 30, 20 et 9 ans, et on connaît même le père de Parégorus, puisqu'il est nommé, il s'appelle Sapodus. C'est aussi bien d'ailleurs la stèle de Narbonne que la stèle d'Auch que le sarcophage de Pompeia Iudea confirment archéologiquement cette présence juive qui est évoquée par un certain nombre de textes antiques. Mais évidemment, la découverte du sarcophage fait reculer de 3 siècles par rapport à la stèle de Narbonne. On va le voir. Alors en 69, Bernard Blumenkrantz, qui a été le grand historien qui a étudié les vestiges archéologiques à l'époque, dans une communication sur les... Pardonnez-moi, je suis pollué par un pop-up de Google. Bernard Blumenkrantz l'évoque parmi un semis de vestiges antiques qui attestent cette présence, en particulier dans le sud de la France actuelle. Je les passe en revue rapidement. Une matrice de Sceaux qui est conservée voilà, on la voit ici, on voit ici l'empreinte. Donc là aussi, il y a une ménorah simplifiée et une inscription. Elle est conservée au musée Calvet à Avignon. On connaît aussi, malheureusement la bague est perdue, mais une bague au nom d'Astère, qui est un nom qu'on retrouve sur les stèles juives des catacombes romaines. Avec là aussi 2 ménorotes, 2 chandeliers à 7 branches sur la bague. Elle a été publiée par Camille Jullian dans ses inscriptions romaines de Bordeaux. Malheureusement, la bague est perdue. Ce qui est très intéressant dans le cas de cette bague, c'est qu'elle a été trouvée rue de Cheverus, à Bordeaux, qui était la rue judaïque en ville au Moyen-Âge. Ce qui peut permettre de faire l'hypothèse qu'il y a eu une continuité de l'implantation des Juifs à Bordeaux de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, puisque la bague, elle, est évidemment antique. Alors on connaît aussi cette lampe trouvée en 1963 par Jean Charmasson dans l'oppidum de Lombrun, à Vénéjean, à côté de Bagnols-sur-Cèze. Jean Charmasson était un professeur d'histoire-géographie, passionné d'archéologie, qui a beaucoup fouillé dans sa région. À l'époque, beaucoup de fouilleurs étaient des fouilleurs amateurs, qui étaient parfois d'excellents fouilleurs. Et en l'occurrence, Jean Charmasson a publié sa fouille dans une petite revue qui s'appelle Rodani. Et cette lampe est évidemment très abîmée, mais si vous regardez bien, on a ici les extrémités de la ménorah et là le piétement. Et puis évidemment, on connaît, ça je pense qu'ici tout le monde la connaît, la fameuse lampe d'Orgon, trouvée par Francis Hoffmann en 1967 à Cavaillon, qui est d'ailleurs évidemment beaucoup plus lisible sur le relevé que sur la lampe elle-même. 2 ménorotes, tête bêche. Et stylistiquement, elle est de type Dressel III. Monsieur Dressel, c'est l'archéologue qui a dressé la typologie de toutes ces lampes romaines à travers les siècles, et donc ça permet de la dater. Et d'après la typologie, elle serait du 1er siècle avant, mais aussi d'après la stratigraphie. Émilie Porcher, qui était archéologue au musée judéo-comtadin de Cavaillon, enfin au musée de Cavaillon, et qui est maintenant archéologue municipal à l'Île-sur-la-Sorgue, donc une des 4 villes du comtat venessin, comme vous savez, où des communautés juives sont restées jusqu'à l'émancipation, sous l'autorité des papes. Émilie Porcher, qui est ici à gauche, sur le site d'Orgon, confirme par des fouilles récentes que la stratigraphie, donc les couches, et le mobilier archéologique, donc les vestiges archéologiques que l'on trouve dans les couches, sont bien du 1er siècle avant. Alors beaucoup de spécialistes considèrent que ça n'est pas possible parce que la ménorah n'apparaîtrait dans l'iconographie juive qu'après la destruction du Second Temple, mais il semblerait là que l'archéologie leur donne tort. Peu importe, si elle est postérieure, et c'est tout à fait possible qu'elle le soit, on a en tout cas affaire à un indice d'une présence juive, pérenne ou passagère, en Provence, en Provincia, au 1er siècle de notre ère, ce qui est évidemment très tôt.
Je continue pour revenir à notre stèle de Narbonne. Évidemment, ce qui est alors, et oui, et puis alors, il y a une dernière lampe que publie Bernard Blumenkrantz en 69 dans cette très belle communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, hein, devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est un moment un peu charnière, hein, dans l'histoire de l'archéologie du judaïsme en France, cette conférence de Blumenkrantz, parce qu'on est dans le saint des saints de l'archéologie à l'Institut de France. Où les Juifs font d'une certaine manière leur entrée, même si c'est une entrée assez furtive et assez peu pérenne. Et donc il évoque aussi cette lampe qui vient du musée de Cognac, qui aurait été trouvée dans la Charente, et en travaillant sur mon livre il y a quelques années, un spécialiste, Michel Gomez de Soto, si j'ai bonne mémoire, qui est un archéologue du CNRS à la retraite, m'a signalé que cette lampe que nous présentons dans le musée, et qui nous a été déposée par le musée de Cognac, aurait été acquise par Louis-Gabriel Corre, qui était un collectionneur cognacais du 19e siècle, qui avait acheté beaucoup de rossignols. En d'autres termes, la lampe est certainement bonne. Nous n'avons pas fait de thermoluminescence dessus, nous n'avons pas vérifié, mais manifestement, on a affaire à une lampe authentique. Le problème, c'est que si elle vient d'Italie, à l'époque, évidemment, elle n'a aucune valeur comme marqueur de la présence juive dans la Charente, puisqu'elle a prétendument été trouvée dans une fouille subaquatique à Port-au-Lys, dans la Charente, hein, actuellement village de Salignac-de-Pons. Mais je la mentionne quand même puisque Blumenkrantz en parle. Et évidemment, là, on voit beaucoup mieux la Ménorah, comme vous pouvez le constater. Alors, je reviens un instant à la stèle d'Auch pour dire que la stèle d'Auch, sur laquelle nous flottons en termes de datation, 5e, 7e siècle, est d'une très grande complexité en termes d'interprétation du texte. Là aussi, on a affaire à un texte latin, mais elle est d'une grande complexité d'interprétation. Alors que la stèle de Narbonne est beaucoup plus explicite. On va le voir. Hein. Alors, en 1846, c'est la première stèle funéraire juive versée à un musée français. Mais comme le relève Matthias Dreyfus dans son ouvrage aux sources juives de l'histoire de France, à l'époque, elle n'est pas encore identifiée comme une stèle juive, malgré la présence de la Ménorah et de l'inscription hébraïque qui est ici. Pardon, je suis allé un peu vite. Voilà. Hein. Alors, l'inscription est extrêmement mal gravée, hein, mais il n'y a pas de doute que c'est une inscription hébraïque. Voilà, hein, on l'a ici, Shalom l'Israël. À l'époque, dans sa description du musée de Narbonne, Paul Tournal, hein, le premier conservateur du musée de Narbonne, le fondateur du musée de Narbonne, la présente, hein, je le cite, alors pardon, il y a une petite incohérence entre mon texte et l'image. La seule chose qu'ils disent, c'est le mélange sur la même inscription de lettres grecques, onciales et gothiques. Hein, je le disais tout à l'heure, la graphie est assez flottante, hein, dans cette inscription, est un fait curieux à constater. Point barre. Hein, il ne relève ni la Ménorah, ni l'inscription en hébreu. Et évidemment, on pourrait dire, enfin, dans son commentaire, hein, et dans la traduction qu'il en donne, hein, puisqu'il l'a transcrit et il l'a traduit, on pourrait dire qu'il ne la voit littéralement pas. Hein. Incidemment, moi j'en tire la conclusion que cela illustre l'absence du fait juif dans les représentations communes, hein, dans les représentations mentales de cet érudit narbonnais au milieu du XIXe siècle. Et c'est un fait qui perdure d'une certaine manière, hein, ce que nous avons appelé une tache aveugle dans le récit national, mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et une tache aveugle qui se prolonge dans la recherche archéologique, puisque lorsque personnellement je travaillais à l'INRAP, j'ai été confronté à donc l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, hein, où j'ai eu l'honneur de travailler 8 ans. Les archéologues qui étaient confrontés à des sites du judaïsme médiéval ou moderne étaient très désemparés en termes de compétences, de connaissances de l'existence de la présence juive sur le territoire de la France actuelle.
Alors je continue néanmoins. En 1860, Edmond Leblanc et Ernest Renan, dans la revue archéologique, en publient la transcription intégrale, incluant le texte hébreu. Donc là, on a la première traduction on a la première transcription et la première traduction de Tournal. Et puis, donc dans le catalogue du musée de Narbonne en 1864, Tournal reprend la traduction de Leblanc et Renan. Voilà. Et il en publie un très beau relevé qui est évidemment beaucoup plus, toutes choses égales par ailleurs, facile à lire que la stèle elle-même. Et vous l'avez là, je le reproduis grâce à cette excellente photo que m'a communiquée Flore Colette, que je remercie encore. Alors si on respecte les césures et les abréviations les abréviations sont complétées entre crochets du lapidaire. Voilà ce que donne la stèle. Évidemment, les lettres occupent toute la largeur de la stèle. Enfin, les lignes occupent toute la largeur de la stèle. Mais j'ai respecté le texte. Et voilà ce que ça donne en latin, avec, comme vous l'avez vu dans la transcription, le texte hébreu sur l'avant-dernière ligne. Ou l'antépénultième d'ailleurs, parce que Régis est à la ligne d'après. Voilà. Et ça nous donne comme texte précisément ici reposent en paix les 3 enfants d'heureuse mémoire du seigneur Paragorus, fils du défunt seigneur Sapaudus, à savoir Justus, Matrona et Dulciorella, qui ont vécu Justus 30 ans, Matrona 20 ans et Dulciorella 9 ans. Paix sur Israël, shalom l'Israël. Ils sont décédés, ils sont morts, la dernière année du seigneur Égicanus roi. Je respecte là la traduction qu'en donne Théonore Reynac un peu plus tard. Voilà, puisque en 1889 il publie cette traduction et il va d'ailleurs la commenter. Alors, ce qui est évidemment très intéressant dans cette stèle, et ce qui est à peu près unique pour l'Antiquité, il faut attendre les stèles funéraires du Moyen-Âge, du XIe siècle, du XIIe siècle, pour avoir une date. Nous avons une date, parce que la 2e année du seigneur Égicanus roi, en fait, il s'agit donc de la 2e année du règne du roi Égica, qui est un roi wisigoth qui règne sur le royaume de Tolède, bien connu. Voilà, donc on a ici Egicani Regis. Voilà, dans l'iconographie médiévale, dans le Codex Vigilanus, la représentation d'Égica, et puis une représentation 19e, beaucoup plus réaliste, comme vous pouvez le constater. Je plaisante, bien sûr. Voilà. Mais dans l'histoire espagnole, c'est très important, le royaume wisigoth. Évidemment, dans l'iconographie espagnole du XIXe siècle, on lui donne une place tout à fait éminente. C'était un abominable anti-juif. On va y revenir. Donc, ça n'est pas du tout le barbu sympathique que vous voyez là. Mais voilà, c'est un commentaire personnel que les Espagnols qui sont dans la salle me pardonnent. Alors, je reviens à la stèle. Les noms latins des défunts et de leurs descendants, de leurs ascendants, pardon. Parégorus le père, Sapaudus le grand-père. Pardon, je flotte dans ma prononciation latine entre les U et les OU. Voilà. Et leurs ascendants témoignent de la culturation de cette famille, ce qui ne surprend pas en vérité, puisque les Juifs à Rome portent déjà depuis longtemps des noms grecs ou des noms latins, comme en témoignent notamment les stèles funéraires des catacombes romaines. Donc voilà, vous avez des stèles ou des moulages de stèles du musée juif de Rome, où on voit bien la graphie grecque ou la graphie latine. Alors là, j'ai choisi un exemple latin, un exemple grec. Parfois, les deux graphies, d'ailleurs, se mélangent. Mais ça n'a rien de surprenant, parce qu'en réalité, les Juifs à Rome étaient très nombreux, et lorsqu'ils étaient sujets libres, ils étaient citoyens romains, au moins depuis l'édit de Caracalla promulgué en 212 de notre ère. Mais si vous avez suivi le colloque sur l'archéologie du judaïsme en Europe que nous avons organisé il y a quelques années, qui a été publié d'ailleurs par CNRS Éditions, on a même des évergettes donc des
des notables à même de payer des édifices pour la cité, hein, de mécéner les édifices de la cité, au 1er siècle de notre ère à Ostie, hein, dans le port d'Ostie, enfin dans la ville portuaire d'Ostie. Alors je reviens à Théodore Reynac parce qu'il s'intéresse essentiellement, s'agissant de ces stèles, à l'onomastique de l'inscription, donc à ses noms, ou ses prénoms, comme on voudra. Ce qui surprend un peu dans la mesure où cette stèle était à l'époque, on l'a vu, hein, déjà la première attestation épigraphique d'une famille juive sur le territoire de la France actuelle. Et il écrit, alors je crois que je vous le reproduis, oui c'est ça, l'intérêt principal de ce texte réside dans les noms propres des 5 personnages qu'il mentionne. Ce sont certainement des juifs, et plusieurs portaient probablement des noms hébreux. Paragorus, pour Parégorus, représente l'hébreu Menachem, consolateur. Justus est soit une traduction de Tzadik, soit une transcription par à peu près d'un nom tel que Joseph. Dulciorella ou Dulciorella, alors, parce qu'il y a 2 graphies dans la stèle. Hein. Le nom de Dulciorella apparaît à 2 reprises, une fois avec un seul L, une fois avec 2 L. Dulciorella ou Dulciorella est une des formes par lesquelles on a cherché à rendre en latin le nom de Noémie. Au contraire, Sapaudus et Matrona sont, à ce qu'il semble, des noms purement romains. Le premier est peut-être à l'origine un ethnique, alors il substantivise l'adjectif ethnique, bon, soit, désignant un personnage originaire de la Savoie, puisqu'en effet, en latin, Savoie se dit Sapaudia. Alors Reynac souligne à juste titre hein, la romanité de cette famille juive de Septimanie. Donc la Septimanie, hein, on le sait bien maintenant grâce à Georges Frêche, l'ancien maire, feu le maire de Montpellier, c'est la partie est du royaume de Tolède, hein, c'est la Narbonnaise en quelque sorte. Hein. Et donc le royaume de Tolède à l'époque, je l'ai oublié de le préciser, s'étendait du centre de l'Espagne jusqu'au Rhône, hein, en incluant Narbonne, etc. Donc Reynac souligne à juste titre la romanité de cette famille, d'autant que si Justus et les variantes grecques Justos en grec sont relativement fréquentes, hein, on en trouve 14 occurrences dans les inscriptions juives. Je reviendrai aux inscriptions juives. Matrona n'apparaît que 2 fois dans le corpus des inscriptions du 1er siècle avant notre ère, dû à David Noy, hein, qui est... alors est-ce que j'ai ça ? Oui, je ne suis pas dans l'ordre. Voilà. La somme absolument considérable de David Noy, qui est donc un chercheur britannique, qui a publié l'intégralité connue en 1993, puisque les 2 livres datent de 93, de ces inscriptions juives de l'Empire romain. Italie, l'Espagne, la Gaule, et puis Rome, par ailleurs. 2 tomes. Quant à... Alors, je vais y revenir un instant. Voilà. Donc Justus apparaît 14 fois, je l'ai dit. Matrona, donc ça c'est Justus, hein, vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien, j'ai pas fait d'agrandissement, mais croyez-moi sur parole. Et on voit bien que la graphie n'est pas du tout conforme à la graphie du 2e ou 3e siècle dans les inscriptions romaines, on en verra une tout à l'heure. Hein. Voilà. Là on a Dulciorella, ici on a Matrona, et là on a le début, la première syllabe de ça, Paudi, et les 2 dernières à gauche de la stèle, hein, avec une césure. Comment j'ai fait mon compte là? J'ai perdu mon texte. Pardon. Il faut que j'accélère un tout petit peu, manifestement. Voilà. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est ces noms. Et plus singulier, comme le relève Michel Chalon en 1974, dans une étude difficile d'accès parce qu'elle a été publiée à Montpellier dans un ouvrage de mélange, et nous ne l'avions pas au musée, mais c'est certainement l'étude la plus approfondie sur la stèle dans les années 70, hein, et même à ce jour d'une certaine manière, notamment en ce qui concerne l'onomastique. Le terme de dominus, hein, alors normalement je l'ai isolé, ici, voilà, hein, il est simplifié, hein, en quelque sorte DNI, hein, DNI, Dominus. Il y a très souvent dans les stèles romaines, enfin dans l'épigraphie romaine, on a des abréviations. Hein, là, on a des abréviations. Le terme de Dominus qui qualifie tant le grand-père Sapaudus que le père Paragorus des défunts dénote un statut social très élevé. Alors, Chalon hésite entre statut social très élevé au sein de la communauté juive ou statut social très élevé au sein de la cité. Et ce que l'on constate en épluchant l'ensemble du corpus de Noy
qui comporte des index absolument précieux, hein, et là on peut vraiment faire un travail exhaustif, c'est que c'est un unicum absolu. Hein. Donc on a probablement affaire à des notables de très haut rang dans la cité narbonnaise. Et ça ne laisse pas d'étonner, compte tenu de ce que l'on sait, et que personnellement j'ai appris à cette occasion, compte tenu des lois applicables aux Juifs dans le royaume de Tolède. Hein. Et là aussi, c'est tout à fait étonnant que dans ce contexte d'antijudaïsme extrêmement virulent dans le royaume de Tolède, Paregorus ait fait mentionner son titre de dominus sur la stèle de ses enfants. C'est un peu paradoxal, et Chalon le relève à juste titre, puisque à cette époque, les rois wisigoths prennent des mesures discriminatoires absolument féroces. Voilà. Mais évidemment, Chalon ne pouvait pas avoir conscience qu'on avait affaire à un unicum, parce que Noy n'est publié qu'en 93, alors que son article date de 74. Alors j'en viens aux causes du décès, puisqu'au fond, c'est le titre de ma présentation, hein, de quoi sont morts Justus, Matrona et Dulciorella. Depuis un certain... Enfin, les chercheurs, depuis le 19e siècle, hein, s'interrogent et font des hypothèses, massacre ou épidémie. Hein. Interrogation que reprend sans conclure Gérard Nahon dans ses inscriptions hébraïques et juives de France médiévale. Hein. Je le présente ici parce que je trouve cette jaquette, évidemment, enfin cette couverture absolument magnifique. Hein. Elle est entoilée et gaufrée avec cette très belle stèle médiévale. Et c'est pour nous un usuel. Hein. Nahon a fait un travail extraordinaire, publié en 1980. Donc il ne conclut pas, de même que Noy, qui la publie alors de manière beaucoup plus synthétique, puisque Noy publie des centaines et des centaines de stèles, hein, dans ses deux ouvrages. Noy estime que, j'ouvrais les guillemets, si une explication est nécessaire, il est plus probable qu'il s'agisse des invasions et de la peste. Voilà, fermez les guillemets. Donc évidemment, c'est très hypothétique, très flottant, ça n'est pas très satisfaisant. Alors pour résumer la problématique, je vous propose de revenir à la première hypothèse formulée par Tournal en 1864. Hein. Pardonnez-moi de vous infliger cette lecture, mais je pense que c'est intéressant. Cette inscription, ouvrez les guillemets, hein, cette inscription constate les persécutions et les massacres exercés par les rois wisigoths, ariens ou catholiques, contre les Israélites sous Récared, 586, Sisebu, Chintila, Rechesvint, Hervige et Jika. L'âge des victimes, dont le nom se trouve inscrit sur ce marbre, et quelques caractères hébraïques gravés furtivement, j'insiste sur le furtivement, c'est moi qui souligne évidemment, à la fin de l'avant-dernière ligne, comme protestation qui signifie la paix sur Israël, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. Les pères du 4e concile de Tolède prescrivirent même d'enlever les enfants des Israélites afin de les élever dans le catholicisme. En 694, les Juifs d'Espagne et de la Gaule se révoltèrent de tous côtés, mais ce soulèvement ne fit qu'empirer leur situation. C'est dans le but d'éviter les persécutions que les Israélites simulaient des conversions qui étaient loin d'être sincères. Ils avaient, comme on le voit, le plus grand intérêt à cacher leur croyance et leur origine, et c'est dans ce but qu'ils abandonnaient les prénoms qui auraient pu trahir leur race pour adopter ceux qui étaient en usage chez les peuples au milieu desquels ils vivaient. Ils renonçaient même, pour leurs monuments funèbres, dans un but facile à comprendre, à l'emploi de la langue hébraïque. Fermez les guillemets. Alors c'est quand même assez sidérant parce que la stèle, d'une certaine manière, nous dit tout le contraire. Hein. L'interprétation de Paul Tournal plaque une vision totalement victimaire, lacrymale, de l'histoire des Juifs, que la lecture de l'inscription ne corrobore absolument pas. Hein, je m'explique. Alors, je le cite à nouveau brièvement. Les Israélites simulaient des conversions. Fermez les guillemets. C'est absolument pas le cas ici, puisque la stèle est explicitement juive, comme en témoigne la menorah en haut à gauche et l'inscription Shalom l'Israël en bas à droite. Il écrit aussi, pour cacher leur croyance et leur origine, ils abandonnaient les prénoms qui auraient pu trahir leur race. Fermez les guillemets. On l'a vu, les noms grecs et latins sont absolument courants chez les Juifs dans l'Empire romain occidental, comme on atteste depuis des siècles, et atteste depuis des siècles un processus d'intégration et non pas une stratégie de dissimulation. C'est patent avec notre Pompeia Judéa arlésienne. Elle est Pompée la juive.
Bon. Et y compris sur son sarcophage. Je cite encore Tournal, ils renonçaient même, pour leur monument funèbre, dans un but facile à comprendre, à l'emploi de la langue hébraïque. À l'inverse, avec la mention « paix sur Israël » gravée en hébreu, Parégorousse affirme sa judéité, hein, celle de son père et celle de ses enfants. Hein. Donc c'est assez étonnant de déni du réel, d'une certaine manière, dans ce commentaire. Alors pour comprendre Tournal, à mon avis, il faut revenir... Ce n'est pas la partie la plus drôle de ma présentation. Il faut revenir aux actes des conciles de Tolède, réunis de la fin du VIe siècle à la fin du VIIe siècle, et à la Lex Visigotorum, hein, qui comporte les uns et les autres, les actes et puis cette loi, qui comporte les uns et les autres des mesures anti-juives, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement radicales. Mais Tournal lit la stèle de Narbonne au prisme de l'archive, donc les actes et la Lex, au lieu de relativiser l'archive au prisme de la stèle. Parce que une des constantes en archéologie, c'est que très souvent, ça permet de voir que le réel n'est pas conforme à l'idéologie, la théorie, les archives textuelles, ce que l'on voudrait que les choses soient. Hein. Je suis sûr que vous êtes très nombreux dans la salle, bien que vous soyez tous amis du mage, à traverser au vert de temps en temps. Hein. C'est interdit, vous le savez, mais vous le faites quand même. Et pourtant, si on lit le code de la route, évidemment, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est la même chose. Hein, et on a de très nombreux exemples de transgression de la loi, de la règle, et ainsi de suite. Hein. Et ne parlons pas des Juifs qui ne respectent pas nécessairement toutes les règles de la halacha et de la cacheroute. Et donc, c'était notre petite séquence d'autocritique. En passant. Et donc, en fait, il plaque une vision préétablie au lieu de s'interroger sur ce que nous dit cette stèle. Et Michel Chalon, dans son article de 1974, montre très bien que les dispositions qui s'appliquaient aux Juifs dans le royaume de Tolède n'ont probablement pas été appliquées aux Juifs de Septimanie. Vraisemblablement protégés par les évêques de la région, il relève en particulier que le qualificatif, alors ça je l'ai dit, hein, de dominus porté par Parégorousse et Sapodus ne s'explique pas autrement, et il explique, et il souligne, j'ouvrais les guillemets, si notre épitaphe montre le maintien d'une communauté à la fin du 7e siècle, elle nous apprend aussi que certains juifs tenaient un rang éminent, soit dans leur communauté, et celle-ci avait son organisation propre et ses dignités, ça c'est tout à fait logique, soit dans la cité, au sens plus large. Hein. Et de conclure, ouvrez les guillemets, l'épitaphe rédigée à Narbonne en 688-689 pour une famille juive qui gardait assurément sa foi nous montre qu'en réalité, il restait des juifs dans la province gauloise qui avaient échappé au baptême. Alors on va voir pourquoi. Donc comme je le disais, comme souvent, l'archéologie met en évidence l'écart entre les faits et le droit, entre les pratiques et la norme. Qui plus est, on le verra plus loin, une lecture attentive des actes des conciles montre que leurs décisions ne furent pas appliquées de façon uniforme dans tout le royaume de Tolède, la Narbonnaise échappant aux décisions anti-juives du concile. Et l'historiographie la plus récente va dans le même sens. Hein. Céline Martin affirme en 2020, dans le bel article intitulé, ouvrez les guillemets, en Hispanie visigothique, les Juifs réduits en esclavage, un titre très, très fort, qui est publié par Pierre Savy dans son Histoire des Juifs, hein, au PUF, elle affirme, ouvrez les guillemets, le royaume visigothique de Tolède persécute ses sujets juifs depuis le début du 7e siècle, mais l'année 694 marque un tournant. Tous les juifs sont alors condamnés à être dépouillés de leurs capacités juridiques, réduits en esclavage et dispersés à travers la péninsule. Leurs enfants sont enlevés de force, bigre. Mais elle nuance immédiatement le propos en disant, enfin en écrivant, ouvrez les guillemets, le degré réel d'application de cette mesure sans équivalent reste inconnu. Hein. Et donc, effectivement, ce que la stèle nous dit d'une certaine manière, c'est que le degré d'application n'a pas été celui-là. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre élément pour... voilà, oui, attendez, là, on n'est pas bon... Oui. Qu'est-ce que nous avons comme autre élément pour essayer de comprendre dans quelles conditions sont morts et ont été inhumés nos 3 enfants de Parégorousse? D'un point de vue archéologique, statistiquement, un enterrement dans les règles avec une stèle gravée conduit à écarter l'hypothèse d'un massacre qui aurait impliqué un ensevelissement hâtif et probablement furtif, là, pour le coup, pour reprendre le terme de Tournal.
dans une sépulture de catastrophe anonyme, comme ce Fossar del Jueus à Tàrrega en 1348. Hein. C'est la fouille, vous voyez là une mauvaise photographie de la fouille préventive par Anna Colette. Elle l'avait présentée ici en 2010 dans le colloque Archéologie du judaïsme en France et en Europe. Alors, ce qui est très intéressant, plus intéressant que la photo, c'est les relevés. Hein. Les archéologues font des relevés extrêmement précis. Et même le relevé en couleur qui permet de différencier les différents individus par couleur. Hein. Les archéologues font un travail d'anthropologie physique très précis qui permet de voir quels os appartiennent à qui quand on les trouve dans un bazar pareil, puisque c'est très balagan, hein, comme vous voyez. Et ça l'est pourquoi ? Parce que après le pogrom, de toute évidence, on a fait une grande fosse et on a jeté tous les cadavres en même temps. Alors cette fouille a mis au jour les restes de 80 victimes hein, d'un massacre qui est documenté dans les archives de la chancellerie royale d'Aragon en 1348. Un certain nombre d'individus, une quarantaine sur les 80 mis au jour, portent des traces de coups sur les os, comme vous le voyez là. Hein. Des traces de coups qui sont particulièrement spectaculaires. Hein, là, il y a plusieurs traces d'enfoncement du crâne. Ici, n'en parlons pas, hein, c'est vraiment épouvantable. Là également, hein, le crâne s'est affaissé sur lui-même. Et là, on a même un exemple de décapitation, puisque la seconde vertèbre cervicale est sectionnée en deux. Hein, donc on imagine évidemment la violence du pogrom et les conditions particulièrement précaires dans lesquelles ensuite ces victimes ont été inhumées, soit par les survivants, il y en a eu, on le sait, puisque la communauté s'est réinstallée après. Hein. D'ailleurs, le roi d'Aragon a pris des mesures contre ces sujets chrétiens après avoir perpétré ce pogrom. Donc il y a eu des survivants. Donc on ne sait pas s'ils ont été inhumés par les survivants ou par le reste de la population pour éviter évidemment la pestilence de cadavres dans les rues. En toute hypothèse, ils ont été inhumés ensemble dans la hâte, à proximité du cimetière juif, hein, mais dans un fossé, dans une fosse commune. Hein. Et évidemment, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la halakha, hein, puisque les tombes elles-mêmes sont les tombes du cimetière juif ont été fouillées. Ont été fouillées jusqu'au moment où des associations juives tout à fait étrangères à la ville s'en sont mêlées et ont compliqué le travail des archéologues. Mais ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais c'est dramatique scientifiquement. Pour illustrer l'ordonnancement assez rigoureux des tombes du cimetière juif de Tàrrega, je vous montre cette photo de cette peinture de Marco Marcuola, d'un cimetière en Vénétie, ou en tout cas en Italie du Nord au XVIIIe siècle. Hein. Ça fait partie de ces 4 tableaux de Marcuola qui sont dans la 2e salle italienne du musée, où on voit donc ici un dépositoire et au fond de l'image, ce cimetière avec ces tombes parfaitement ordonnées, orientées, la tête à l'ouest, enfin ouest-est. Hein. Dans les inhumations juives traditionnelles, la tête est à l'ouest, les pieds sont à l'est, etc. Je ne développe pas ça, c'est bien connu, mais on voit très très bien l'ordonnancement là. Et donc, à Tàrrega, les victimes n'ont pas du tout été inhumées comme on le voit là. Elles ont même été, avec leurs vêtements, on a retrouvé des clés. Donc les vêtements ont disparu, ils ont pourri comme tous les matériaux organiques périssables. En revanche, ce qui ne l'était pas a été retrouvé comme des clés ou comme ce collier protecteur, hein, apotropaïque, disent les spécialistes, trouvé sur le cou d'un jeune garçon. Tout ça a fait l'objet d'un remarquable ouvrage intitulé Tragedia al Cai, hein, donc tragédie dans la juiverie, publié par le musée de Tàrrega, et qui consacre une salle entière à cette fouille et à cette histoire. C'est un exemple tout à fait remarquable de mise en valeur muséographique du passé juif médiéval de l'Espagne, et ça n'est pas si courant, y compris dans notre pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est certainement une des découvertes les plus importantes concernant un pogrom médiéval en Europe, mais d'autres exemples sont documentés, hein, notamment en Allemagne. Je ne développe pas, je pense que l'exemple est suffisamment clair. Incidemment, la peinture de Marcuola c'est la préparation de cette présentation qui m'a fait le réaliser, dénote probablement
une situation épidémique. Parce que soit le peintre a voulu montrer l'organisation du cimetière, mais il aurait pu le faire avec des stèles, hein, puisque dans les cimetières juifs, il y a pratiquement toujours des stèles, horizontales ou verticales, pour marquer l'emplacement des tombes, pour éviter qu'on revienne par-dessus et qu'on remanie les restes humains, ce qui serait contraire à la halakha. Mais là, en l'occurrence, il y a un nombre incalculable de tombes ouvertes, hein, de fosses ouvertes, et on peut faire l'hypothèse que c'est peut-être un contexte épidémique, comme on va le voir plus loin. Alors, curieusement, Théodore Reinach réfute, lui, la thèse du massacre, tant la thèse du massacre que celle de l'épidémie, hein, estimant que nous n'en avons pas trace pour les années 688-689. Oui, je n'ai pas précisé, mais donc, connaissant les années du règne, si c'est la seconde année, on sait que c'est soit fin 688, soit début 689, hein, l'année du règne des Jika. Or, nous disposons, sur cette question de l'épidémie, avec les actes des 16e et 17e conciles de Tolède, d'une source sur les récurrences de la peste de Justinien, hein, du nom de cet empereur romain d'Orient, contaminé en 542 de notre ère, et qui survécut, hein, d'où le fait qu'il ait donné son nom à la peste. Les actes du 16e concile, notamment, hein, réunis en 693, alors pardon de vous infliger les actes d'un concile, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut, nous disent qu'en raison de la dévastation causée par la peste inguinale, les évêques appartenant au siège de Narbonne ne se sont nullement rassemblés en ce saint synode, à Tolède donc. Hein. Alors la peste inguinale, hein, inguinis, c'est l'aine, hein, et donc on a bien affaire à la peste bubonique, hein, puisque ce qui caractérise la peste bubonique, c'est donc ces bubons aux aisselles, à l'aine, etc. Oui, pardon, je confonds les aisselles et l'aine, hein, mais voilà, je me suis repris, vous l'aurez compris. Mais les symptômes sont les mêmes dans les deux cas. Donc cette source postérieure de 4 ans à notre stèle, hein, 689 ou 5 ans, 688, 689 ou 694, cette source évoque explicitement l'impact de l'épidémie sur l'organisation de cette très importante assemblée épiscopale. Hein. Quant aux actes du 17e concile, réunis 18 mois plus tard, ils font aussi état de l'épidémie, comme le rappelle Claire Sotinel dans un numéro de la revue L'Histoire consacrée aux épidémies. Hein. Claire Sotinel écrit, alors je ne sais plus si j'ai l'autre citation, oui c'est ça, voilà. Claire Sotinel écrit « En 694, Égica fait exception aux décisions anti-juives du concile pour que les juifs puissent continuer à travailler dans la partie gauloise du royaume. » Ouvrez les guillemets, et là elle cite les actes du concile, cette contrée étant abandonnée par les hommes à cause des assauts du brigandage et des ravages de la peste inguinale. Je cite très explicitement Claire Sotinel parce que c'est à elle que je dois d'avoir pensé à cette source. J'avais cette hypothèse de l'épidémie à propos de la stèle, comme je le disais, j'y ai consacré une page dans Archéologie du judaïsme en France. Et les épidémies, évidemment, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'est très souvent des épidémies de peste. Mais c'est en achetant, en prenant le train, merci la SNCF, en achetant un numéro de l'Histoire de juillet 2023, sur la peste précisément, que je suis tombé sur cette référence aux actes du Concile sur lesquels j'ai pu travailler ensuite. Et j'ai vraiment une grande reconnaissance à son endroit parce que c'est tout à fait éclairant. Ça a été séminal en quelque sorte. Hein. Cette source, les actes sur la peste, ayant à nouveau touché la Narbonnaise l'année suivante, atteste la récurrence de l'épidémie, hein, laquelle pourrait être évidemment la cause de la mort de nos 3 enfants. Par ailleurs, comme on l'a vu, ce document nous indique aussi explicitement que les persécutions visant les Juifs du royaume ne se sont pas appliquées en Septimanie. Hein. Nos 3 défunts y auraient donc logiquement échappé. Hein. Il nous éclaire enfin sur l'impact démographique de la maladie, cette contrée étant abandonnée par les hommes, hein, entre guillemets. Ce qui tend là aussi à réfuter l'hypothèse de Tournal. Hein. Donc cet inguinalis piagae vastationne, hein, comme disent les évêques, dut entraîner une considérable mortalité. Justus, Matrona, ayant respectivement 30 et 20 ans, il ne peut pas s'agir d'une maladie infantile, mais plutôt d'une infection touchant les adultes, hein, et touchant aussi les enfants. Et finalement,
ça restreint énormément les possibilités épidémiques. Hein. Ça n'est pas les oreillons. Enfin bref, on va pas on va pas faire le catalogue des épidémies, mais disons que les épidémies qui touchent à la fois les adultes et les enfants, bah, c'est typiquement la peste. Et comme le rappelle la démographe Isabelle Segui dans le catalogue de la très belle exposition consacrée aux épidémies par les Archives nationales la même année, 2023, ouvrez les guillemets, c'est une autre caractéristique des épidémies de peste que de frapper sans distinction d'âge ni de sexe, alors que certains agents infectieux ciblent préférentiellement les enfants, comme ceux de la rougeole, la coqueluche ou la variole, tandis que d'autres pathogènes touchent essentiellement les adultes, la grippe, le typhus par exemple. Ah, finalement, je l'ai fait, le catalogue. Bon. Enfin, elle l'a fait. Et donc, s'agissant de Justus, Matrona et Dulciorella, s'il est vraisemblable qu'il s'agisse de victimes d'une épidémie de peste bubonique, évidemment, nous n'avons pas les restes osseux des défunts pour conforter l'hypothèse avec des analyses biologiques et génétiques sur la présence d'un agent infectieux. Parce qu'on sait maintenant, sur l'ADN ancien, identifier non seulement l'ADN des individus, des défunts, on l'a fait, y compris pour les Néandertaliens, donc pour des périodes extrêmement anciennes, plusieurs centaines de milliers d'années, mais aussi l'ADN des bactéries ou des virus ou des bacilles en l'occurrence. Mais enfin, quoi qu'il en soit, et donc évidemment on n'a pas les restes, on a uniquement la stèle. Là, hein. Mais et donc dans certains cas, dans le cas de certaines sépultures consécutives à des épidémies, ça a été notamment le cas pour une épidémie, si j'ai bonne mémoire, du début du XVIIIe siècle à Marseille. On a, grâce à l'ADN, identifié le virus de la peste. Mais donc là, on n'a pas de restes humains, donc on ne peut pas le faire. Mais les actes des conciles décrivent une population dévastée, puisque les deux assemblées successives organisées à 18 mois d'intervalle, 25 avril 693 et 9 novembre 694, sont entravées par l'épidémie. Voilà. Alors pour conclure, examinons le dossier du point de vue des archives textuelles, un peu plus tardives. Il me reste 10 petites minutes, et d'autres découvertes archéologiques récentes. Si certaines épidémies suscitent des fosses communes lors de pics de mortalité, quand il devient impossible d'inhumer individuellement les défunts, on en connaît, on connaît aussi des situations où les décès sont étalés dans le temps, permettant aux survivants d'enterrer leurs morts dans des conditions relativement conventionnelles, ce qui n'est pas le cas tout à fait ici, car la stricte application de la halakha aurait impliqué 3 sépultures individuelles, éventuellement proches. Alors il y a un exemple très intéressant. Ah pardon, je ne suis pas dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai. Voilà, c'est de ça que je voulais parler d'abord, pardon. C'est le registre des décès de Givry, en Saône-et-Loire, qui est un exceptionnel document médiéval recensant jour après jour, du 28 juillet au 19 novembre 1348, donc on est typiquement dans le cas de la peste noire, là, les droits perçus par le curé pour les funérailles lors de décès dus à la peste noire. Et on voit bien que l'épisode épidémique, en dépit d'une très forte mortalité, s'étale dans le temps et qu'il fait l'objet de rituels funéraires catholiques tout à fait, je ne dirais pas conventionnels, mais en tout cas organisés à telle enseigne que le curé les note et il note l'argent qu'il touche à cette occasion. Donc les usages funéraires sont relativement respectés. On le voit aussi dans cette peinture de manuscrit, qui est tirée d'une magnifique édition conservée à l'ABN du Décaméron de Boccace, où on voit, donc sur ce détail à gauche, toute une série de défunts, de défunts dans leur linceul, et qui font l'objet d'inhumations individuelles. Donc on voit bien que, en dépit de la mortalité importante, on peut avoir des inhumations individuelles, et qui font l'objet d'un rituel chrétien, puisqu'on a des clercs sur la droite de la fosse d'inhumation. J'ai emprunté l'image, là aussi, au catalogue de l'exposition sur les épidémies des Archives nationales. Alors cette pratique est corroborée archéologiquement, et donc là, on va revenir en arrière, puisque mes diapositives sont en désordre. On va revenir à Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, en 1590. Alors, parce que en 96 et 2002, Patrick Reynaud, qui est archéologue à l'INRAP, a fouillé l'infirmerie du cimetière des Fédons, qui est une infirmerie temporaire pour un cimetière de la peste, ouvert en 1590 pour
inhumer les morts de l'épidémie à ce moment-là. Et donc une infirmerie temporaire et un cimetière à l'extérieur de la ville, ce qui n'est pas le cas des cimetières chrétiens jusqu'à une période très tardive, hein, à la différence des cimetières juifs qui sont toujours installés à l'extérieur des murailles, hein, c'est des prescriptions halachiques de pureté, ou presque toujours, on va dire. Bon. Les cimetières chrétiens sont très souvent à l'intérieur et parfois même autour de l'église, et même, parfois même on a des inhumations à l'intérieur de l'église. Hein. Il est fréquent quand on visite une église de marcher sur les dalles funéraires de grands aristocrates ou de grands clercs. Et donc là, entre 1996 et 2002, Reynaud et son équipe ont fouillé l'intégralité de ce cimetière et ça donne une image exhaustive de la nécropole. Et on sait, par les archives, que c'est une peste en 1590. Il y a 133 individus, 75 tombes individuelles et 26 tombes collectives, qui ne sont pas pour autant des fosses communes, hein, c'est 2 ou 3 individus. Et alors la fosse 52, donc voilà le plan, le relevé complet du cimetière. Il faut avoir en tête que l'archéologie préventive, et là c'est le cas, hein, a pour principe que on fouille et qu'on préserve par l'étude. Hein. Donc la documentation est tout à fait fondamentale. Donc on a maintenant des relevés d'une extrême précision, d'une très très grande, avec des détails extrêmement précis. Et alors l'apparition des drones et de la photographie avec les drones il y a une quinzaine d'années a rendu le travail encore plus facile de ce point de vue-là. Donc les archéologues détruisent leur objet en le fouillant, hein, c'est le propre de l'archéologie, hein, c'est une discipline étrange qui détruit son objet en l'étudiant, mais qui le sauvegarde par l'étude, c'est le principe de l'archéologie en général, et en particulier de l'archéologie préventive, puisqu'il s'agit d'aménager le site pour autre chose. Il faut bien que les sociétés évoluent. Alors, je reviens à ma fosse 52. Donc, au milieu de l'image, je ne l'ai pas montré, mais on la voit quelque part par là, hein, la fosse 52 comporte 3 individus, et on voit très bien qu'on a affaire à 2 adultes et un enfant. Hein. La position des corps évoque l'impossibilité de réaliser probablement une sépulture individuelle, hein, donc ils sont un peu tassés les uns contre les autres, et probablement une certaine urgence de l'enterrement. Hein, ça rigole pas. Bon. Incidemment, d'ailleurs, on relèvera la position des mains croisées sur l'abdomen, ça qu'on retrouve très souvent dans les sépultures chrétiennes et que l'on retrouve pratiquement jamais dans les sépultures juives, hein, où on a plutôt, Philippe Blanchard l'a bien montré, les mains le long du corps. Et quelques autres caractéristiques, mais les sépultures juives sont très peu caractérisées, justement. Enfin, les restes humains dans les sépultures. Et ce qui caractérise aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'orientation des corps, la tête à l'est la tête à l'ouest et les pieds à l'est. Tandis que là, c'est l'inverse. Hein, l'orientation du corps, c'est la tête à l'est, à l'inverse de la position conventionnelle des inhumations juives. Sur la stèle de Narbonne, l'inhumation des 3 défunts dans la même fosse sépulcrale. Oui, alors pardon, je ne retrouve pas ça dans mon texte, mais pardon. Oui, c'est ça. On a à Lambesc, un peu comme à Givry, un recueil, un registre intitulé « Le record de ceux qui sont morts de la contagion hein, », qui est donc contemporain de ce cimetière, et qui mentionne les décès simultanés, ou du moins proches, le 25 mai d'une femme et de ses 2 enfants, un garçon et une fille, et le lendemain du père. Donc on est dans des conditions de mortalité qui sont assez similaires finalement à celles de la stèle de Narbonne. Hein. Par ailleurs, si on regarde le cimetière dans son ensemble, la sépulture individuelle est la règle, hein, 75 défunts, et la fosse collective plutôt l'exception, hein, 12 fosses. Voilà, donc il me semble hein, qu'on peut considérer qu'on a là une mortalité et des rites funéraires qui sont un peu similaires, hein, j'ai presque envie de dire comparables, enfin comparer ne veut pas dire que les choses sont identiques, hein, puisque comme on le voit, la sépulture de Justus et de ses sœurs pourrait fortement ressembler à la fosse 52 des Fédons. Évidemment, c'est une hypothèse, on ne peut faire que des hypothèses. Mais en tout cas, la fosse 52 nous fournit ce que les archéologues appellent un exemple taphonomique, hein, taphos, la tombe hein, en grec, c'est-à-dire l'organisation d'une tombe qui pourrait ressembler à celle de nos 3 enfants.
Enfin, enfants, il y a 2 adultes et un enfant. Mais ça reste les enfants de Parégorus, évidemment. Hein, c'est l'ambiguïté du français. Toutefois, l'inscription de Justus Matrona Dulciorella ne ressortit pas au genre des stèles verticales juives qu'on retrouve en France du Nord au Moyen-Âge, hein, vous l'avez vu, pour marquer les tombes, hein, donc, comme celle du cimetière de la rue de la Harpe présentée dans nos salles. Elle semble plutôt appartenir à la catégorie des plaques funéraires scellées dans un édicule maçonné, comme on en retrouve de très nombreux exemples dans les catacombes juives à Rome ou dans la nécropole de la Robine. Je vous en donne un exemple ici. Donc là, c'est une selle non juive en l'occurrence, hein, mais peu importe, la nécropole de la Robine à Narbonne. Et la stèle de Justus Matrona et Dulciorella vient probablement du même coin. Mais on en retrouve aussi en Grèce. Je vous montre ici en 2013 hein, le cimetière de Chalkis, qui est la capitale de l'Eubée, cette grande île, grande comme la Corse, hein, au large de l'Attique, qui a brûlé d'ailleurs il y a quelques années. Le cimetière juif d'ailleurs est le seul espace vert de cette ville totalement bétonisée hein, par la modernité. Cimentopolis, hein, disent les Grecs. Donc au sommet de la colline, il y a un très beau cimetière, romagnote, donc de ces juifs présents depuis l'Antiquité, auxquels s'adressait saint Paul hein, dans ses épîtres aux Thessaloniciens. Vous voyez ces sépultures en longueur qui sont terminées par ces petits édicules triangulaires dans lesquels étaient, et malheureusement ils ont été retirés, peut-être pour des raisons de protection, je ne sais pas, des petites inscriptions en marbre, comme on en voit une ici. Hein, là, on a affaire à celle de Moïse Cohen, né en 1866 et mort en 1921. Hein. On lit, si on s'approche, on lit Moïse Cohen. Hein, qui là a été reprise probablement sur une de ces sépultures traditionnelles pour cette dalle de béton assez disgracieuse d'ailleurs, qui elle est horizontale. Hein. S'agissant des enfants de Parégorus, la présence de l'inscription gravée fait penser à ces monuments funéraires qui sont très bien documentés à Narbonne hein, et dont on a des centaines d'exemples des inscriptions. Il y a un corpus épigraphique à Narbonne absolument considérable. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le musée de Narbovia qui les présente, c'est tout à fait spectaculaire. En tout cas, ça dénote plutôt un contexte donc, de funérailles publiques qui convient mieux, là aussi, à un décès en contexte épidémique qu'à une inhumation hâtive et furtive, hein, pour paraphraser Tournal. Alors, il me semble hein, que la mise en regard de ces exemples archéologiques avec une lecture précise des actes des conciles permet en tout cas de conforter l'hypothèse de Noy, puisque Noy l'évoque. Hein, car s'il faut lire ces documents, il ne faut pas seulement y chercher la mention des persécutions. Hein, l'antijudaïsme des Jcaï est attesté, mais la peste également, bien que quelques années après la mort de nos défunts. En retour, la stèle de Narbonne illustrerait les ravages d'une épidémie dont les récurrences semblent avoir été plus nombreuses que les sources textuelles, hein, que les sources textuelles ne l'indiquent. Comme l'écrit Chalon, ouvrez les guillemets, sous le roi Égica, il y eut une épidémie de peste en 693, et combien de fièvres dont aucun document n'a enregistré les accès de fièvre. Hein. Aussi, la peste permet-elle de fonder une hypothèse quant aux causes du décès de Justus et de ses sœurs sur d'autres critères que la persécution, puisque comme les autres hommes et femmes de l'Antiquité à l'époque moderne, les Juifs qui furent accusés d'empoisonner les puits lors de la peste noire étaient eux aussi sujets à la contamination par Yersinia pestis. Voilà, ça c'était un autre exemple hein, de ces remplois de petites stèles. Voilà, portrait de l'assassin, hein, la contamination par Yersinia pestis, un bacille ravageur dont on doit la découverte à Alexandre Yersin, d'où son nom, Yersinia. Un médecin parisien d'origine suisse, exerçant un temps en Indochine, où il isolera le bacille en 1894 lors d'une épidémie de peste venue de Chine. Et c'est le biologiste français Paul-Louis Simon qui mettra en évidence, mais ça nous le savons maintenant, hein, et grâce à Albert Camus, tout le monde, même les collégiens le savent, mettra en évidence le rôle de la puce, du rat, dans la transmission de l'épidémie. Hein. Il faut des rats, des puces et des humains. Pour la stèle de Narbonne, cette proposition reste conjecturale, hein, mais elle est fondée sur la matérialité de la stèle et sa contextualisation par l'archéologie récente, témoignant de pratiques effectives plutôt que sur une référence exclusive au texte. Hein. Les archives du sol, comme disait le roi Gourand, éclairant une réalité différente de la norme juridique ou sociale énoncée par les actes des conciles. Voilà, alors je termine en vous montrant le dos de la stèle,
que nous avons pu examiner avant son installation dans la salle médiévale et qui met en évidence que l'on a évidemment affaire au remploi d'un morceau de plaque de marbre brisée qui provenait d'un autre monument dont nous ignorons tout, évidemment. Hein. On voit bien ici cette espèce de chanfrein qui devait correspondre à une moulure ou quelque chose de cette nature. Voilà, tout ça est tenu par Yann Sanchez, dont j'ai coupé la tête et je m'en excuse auprès de lui, mais je le remercie de m'avoir aidé sur ce dossier. Je vous remercie beaucoup. Merci, vous avez peut-être des questions. J'espère ne pas avoir été trop épuisant dans mes références, mais elles étaient utiles. Hein. Sonia. Yes. Je brûlais de savoir que Sonia Fellous était dans la salle. Et je la remercie. Hop. Est-ce qu'on l'a là? Oui. Attends un micro pour qu'on t'entende. Ça sera plus confortable. Merci. Regarde, je me pose la question parce que les caractères de l'inscription sont des caractères qui ont un peu les mêmes, en effet, particularités que celle d'Auch, ce qui ferait remonter au 7e siècle celle d'Auch. Mais tu vois qu'il y a le Shalom à l'Israël n'est pas du tout inscrit par la main de celui qui a inscrit les caractères. Je vais le chercher. Hein. Ouais. J'avais fait un gros plan. Voilà. Voilà. Regarde les caractères latins. Regarde comme ils sont droits. Regarde le trait. Et regarde où est mis le Shalom à l'Israël. Il n'est pas mis n'importe où. Il est mis à la fin de Dulciorella à l'âge de 8 ans. Oui. Ils vont à la ligne pour dire c'est la date de la mort. Absolument. Et donc, il restait cet espace. Et dans cet espace, moi, j'ai l'impression, contrairement à la Ménorah, je ne suis pas encore sûre pour la Ménorah, que cette inscription a été en effet ajoutée par une autre main que celle de celui qui a gravé la stèle en caractère latin. Si tu veux bien aller en bas de la stèle, reviens à la première, voilà, là, en bas. Il faudrait que j'examine le petit truc qui est en bas, dans la marge, au milieu. Ici? Non, plus au centre, là, Oui. plus bas, plus bas, plus bas. Là, Régis. Non, Ici. au centre, ici, oui. Ici, on dirait une Ménorah. Voilà. Enfin, on dirait une ébauche de Ménorah, en effet. Ouais. Alors, regarde, autant la première Ménorah, elle semble venir du même trait que l'inscription. Tout à fait. Bon. Autant l'inscription Shalom à l'Israël, à mon avis, n'est pas ajoutée par le même graveur. C'est tout à fait possible, mais on peut faire deux hypothèses par rapport à ça. Hein. La première, c'est que le graveur n'était d'ailleurs pas, enfin le lapidaire n'était pas un très bon lapidaire, hein, parce que les lettres sont quand même très flottantes, et comme le dit Tournal, on hésite entre plusieurs types de graphie tardo-antique ou médiévale, d'une part, et d'autre part, on peut imaginer que si le graveur était un graveur chrétien, ou païen d'ailleurs, hein, je ne sais pas ce qu'il en est encore de la christianisation de la Narbonnaise à ce moment-là, bref, non juif, il est très mal maîtrisé, l'alphabet hébraïque. Donc ça peut être le même, mais qui a une certaine dextérité pour l'alphabet latin et aucune dextérité pour l'alphabet hébraïque. Écoute, les deux sont possibles. Hein, j'ai quand même un doute, parce que tu vois, il y a les 3 croix au début de la 1, 2, 3, 4, quatrième ligne avant la fin, pour inclure un espace avant Matrona. Mais alors j'avais demandé le curriculum vitae du lapidaire, mais on ne me l'a pas donné. Non, mais cette histoire d'inscription, elle me paraît suspecte, parce qu'en plus, il manque une lettre. Enfin, moi, pas la Ménorah, par contre. Je n'imagine pas. Non, mais en effet, c'est très maladroit. Hein. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un gros plan, parce qu'autant on peut lire relativement bien sur l'ensemble de la stèle les noms, etc. Autant c'est très difficile. Il manque le Yud d'Israël. Mais les deux sont possibles. Ça, je pense que ça ne change pas l'interprétation générale. Non, je pense que quelqu'un en effet a ajouté ça parce que pour bien noter que les défunts étaient juifs, ça c'est fort probable. Que ça soit la main du même lapidaire, peut-être pas, mais c'est pour ça que l'expression furtivement n'est peut-être pas tout à fait inadéquate. C'est pas furtif.
C'est maladroit. Non, parce que en fait, il y avait un retour à la ligne voulu pour exprimer la date à la fin de l'énonciation des morts. Alors là, je ne te suis absolument pas, parce que si tu regardes les césures sont absolument foutraques. C'est vrai. Et elles ne facilitent pas du tout la lecture. Sapaoudou, c'est coupé en deux. Enfin, j'en ai pas fait l'inventaire, mais ici, il n'y a pas de césure, ça va à peu près. Hein. In pace, là, ça va. Paregori, ça va. Ici, on ne sait pas pourquoi il y a un i. J'arrive plus à non, lire, ça va avec le mot d'avant. Bref, les césures sont pas du tout. Je suis d'accord avec toi. À part que la phrase aurait pu continuer avec, oui. N'est-ce pas, et se terminer par Shalom à l'Israël. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça me pose un problème. Mais j'imagine que tu m'autorises à aller voir la stèle de plus près. Ah ben, elle est dans la salle, hein. Je sais. Elle est dans la salle. Simplement, Christophe Foin a fait des photos avec une lumière rasante qui la rend beaucoup plus lisible que ce qu'on voit dans la salle, parce que malheureusement, notre système d'éclairage depuis le plafond fait qu'on a une lumière très aplatie dessus, et donc elle est très, très difficile à lire, en fait. Hein. Est-ce que vous avez, enfin moi je dialogue volontiers pendant 1 heure avec Sonia Fellous, hein, qui est certainement aujourd'hui la meilleure spécialiste de l'épigraphie juive en France. Oui. Mais si vous avez d'autres questions, on les prend volontiers, même si elles sont moins érudites que celles de Sonia, c'est parfaitement légitime. Hein. Oui. Un petit peu quand même, un petit peu. Non, mais nous savons qu'elles sont tes questions, même si elles sont simples, sont fondées sur une grande érudition. C'est ça que je veux dire. Oui. Bonjour. Oui. Ces vestiges archéologiques témoignent de la présence des Juifs dans le sud de la France, de la Gaule, mais on ne tient pas compte des coutumes qui étaient communes aux chrétiens, aux Juifs, dans le sud, et qui ont subsisté jusqu'au siècle dernier. Alors on qualifie ça de folklorique peut-être, mais par exemple, les coutumes mortuaires. J'ai vu le film il y a 1 ou 2 ans de Marco Bellocchio, L'Enlèvement. C'est un juif qui a été baptisé à son insu et qui est élevé par le Vatican. Il coupe les relations avec ses parents, sa religion. C'est une histoire vraie. En plus. Oui, nous l'avons tous vu, madame. Ouais, vous pouvez abréger la description du film. Donc, à la fin, la mère meurt. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Dans la chambre mortuaire, on occultait les miroirs, comme je l'ai vu, moi, faire dans mon pays, dans le sud de la France, quand on faisait les visites mortuaires chez les chrétiens, les catholiques, les miroirs étaient occultés. Dans les mariages, on cassait l'assiette, et je crois que ça se faisait aussi dans les mariages juifs. Les naissances, on offrait le kilo de sucre au bébé, et des amis juifs m'ont dit ça se faisait chez nous pareil. Donc tout ça pour dire que les juifs étaient intégrés et qu'ils avaient les mêmes coutumes, qui avaient pris les coutumes, qui avaient copié les uns sur les autres. Ça n'a pas été étudié, c'est peut-être du hors-sujet. Alors, si vous me permettez, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, et il est certain que, comme dit Dominique Schnapper, qui emprunte, d'ailleurs je ne sais plus à qui elle emprunte cette expression, mais elle est très amusante, le christianisme est une secte juive qui a réussi. Donc il y a des traditions qui se perpétuent ou qui se transforment en respectant des schémas hérités du judaïsme, notamment les fêtes. Hein. Bon, mais je ne vais pas développer là parce que ça n'est ni ma spécialité ni notre sujet aujourd'hui. Très honnêtement, pour connaître relativement bien maintenant le corpus des vestiges antiques du judaïsme en France, ils sont tout à fait spécifiques. Hein. Nous n'avons pas d'équivalent. Pompéia Iudea est la seule juive mentionnée dans le corpus des inscriptions romaines en France. Hein. Je n'imagine pas, et en l'occurrence, le Shalom les Israël qu'on a sur la stèle est un cas unique absolument dans les inscriptions antiques qu'on a en France. Donc je
ça paraît tout à fait saugrenu, ça paraîtrait saugrenu, je ne sais pas ce qu'en pense Sonia, mais de l'interpréter comme une référence juive chez des défunts chrétiens. Enfin, non, j'ai jamais dit ça. Non, j'entends bien, madame, j'entends bien. Bah, sinon, alors, on a bien affaire à des signifiants juifs sur une stèle qui donc doit être une stèle juive et non pas une stèle chrétienne. Ouais, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit je parle des coutumes. Très rare, hein. C'est très rare. Noy en relève 2, je crois, sur 800. Hein. Il dit que ça viendrait d'Afrique du Nord, mais porté par les deux, les juifs et les non-juifs. En revanche, il y a d'autres noms qui sont spécifiquement juifs. Par exemple, Paréborus. Est-ce que tu parles dans le micro, là, Sonia, ou pas? Pardon? Tu parles dans le micro? Oui, ben, d'accord, mais si on ne parle pas dans le micro, l'enregistrement n'est pas bon. Oui, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'en effet, les Juifs sont très, très intégrés à leur milieu jusqu'au Moyen-Âge, Xe siècle à peu près, où on ne va pas trouver, par exemple, de référence au calendrier hébreu. Hein, on va dater selon la date locale, contemporaine. On a quelques indices qui nous permettent, quand il n'y a pas de signes rituels juifs, de reconnaître les Juifs par l'onomastique qui peut être spécifique, en effet. Et là, vous avez raison. En revanche, il va y avoir une rupture à partir de la fin, pas dire 8e, 9e, quoi, 10e. On va passer directement à l'hébreu, on n'aura plus déjà le latin ni le grec, et on va utiliser le calendrier hébraïque. Mais à cette époque-là, en effet, les Juifs sont hellénisés, romanisés, intégrés à leur milieu. Néanmoins, dans toutes les stèles que nous avons de l'Antiquité de Noé, notamment, ils se distinguent par leur nom ou par quelques symboles. Disons pour conclure sur ce point peut-être, il ne faut pas faire dire à cette stèle ce qu'elle ne peut pas dire. Donc moi, mon propos aujourd'hui, c'était au contraire de lui faire dire ce qu'on est susceptible de lui faire dire. Elle atteste de récurrence dont nous n'avons pas mention dans les textes. Elle atteste probablement d'une récurrence de la peste de Justinien en 688-689. On n'a pas mention dans les textes, on a des mentions plus tardives. Et à mon sens, elle démontre qu'ils ont été inhumés de manière relativement conventionnelle, en tout cas avec un petit édicule un petit édicule de maçonnerie comme on en a à Narbonne, qui tenait la stèle, et avec des juifs qui assumaient leur judaïté. S'il y en avait eu beaucoup, on aurait probablement d'autres inscriptions pour cette période-là, on n'en a pas d'autres. On sait, grâce à la stèle, qu'on a affaire à des notables de haut rang. En même temps, ils font pas construire un mausolée. Hein. C'est un petit monument funéraire. La stèle n'est pas très grande. Et on sait que dans la même période, alors pardon de vous chagriner, madame, mais le roi, enfin les rois et ça quasiment depuis un siècle, les rois wisigoths du royaume de Tolède persécutent les Juifs de manière absolument féroce. Alors ça n'est pas le cas en Narbonnaise pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que à cause de la peste, si on persécute les Juifs, il n'y a plus personne. Hein, et donc voilà. Mais il me semble que il faut l'envisager dans sa spécificité juive, si vous voulez. Mais je ne parle pas de la stèle, je parle de l'intégration des Juifs dans le Languedoc, la Septimanie, que je connais bien, et qui peut avoir des traces dans le folklore, ce qu'on appelle avec mépris le folklore, les coutumes. Non, alors bien sûr. Existaient jusqu'au mais là, c'est complètement conjectural, madame. Moi, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut, mais sur la fin du 7e siècle et sur l'intégration des Juifs en Septimanie, on sait extrêmement peu de choses. L'article de Chalon est très bon d'ailleurs de ce point de vue-là, hein, qui s'intitule, si j'ai bonne mémoire, La condition des Juifs de Narbonne au 7e siècle. Mais je ne crois pas qu'on puisse, extrapoler plus que je ne l'ai fait, si vous voulez. Oui, voilà. Mais les coutumes du comte avenessin au XVIIIe siècle peuvent n'avoir rien à voir avec ce qui se faisait en Septimanie au 7e. Hein. Il faut... Mais le propre des coutumes, des rites, c'est qu'on n'est pas conscient, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Les rites mortuaires, les rites de naissance et de mariage, enfin... Oui, non, bien sûr, bien sûr. Donc,
on avait les mêmes, quoi. C'est tout ce que je voulais. Non, je ne vous laisserai signaler. pas dire on avait les mêmes. Bon C'est une affirmation, c'est trop assertif. J'ai On constaté, avait peut-être les mêmes. On ne Ah. peut pas le dire de manière catégorique, si vous voulez. On n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Oui, Merci. on peut faire l'hypothèse que, ça c'est tout à fait intéressant scientifiquement, mais on ne peut pas l'affirmer. Est-ce qu'on a d'autres Merci questions? pour cette pour ce merveilleux éclairage sur cette stèle qui fait remonter la pérennité de la présence juive dans le sud de la Gaule au 7e siècle. Moi, j'ai probablement dû mal lire ou mal entendre Bernard Blumenkrantz. Il me semblait qu'il y avait une attestation d'une présence juive dans la région phocéenne au tout début de l'ère commune. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que mes mémoires me trompent? Il y a une stèle dont on ne sait pas très bien comment l'interpréter à Antibes, qui est au musée Picasso, enfin qui dépend des musées d'Antibes. Mais elle est difficile d'interprétation. Voilà, c'est fondé, comme le disait Sonia Felouz, sur l'onomastique. J'ai plus en tête le nom du défunt, mais c'est vraiment très spéculatif. C'est hypothétique, si vous voulez. Alors que là, on a une stèle qui est tout à fait... Non, mais disons les choses. Les archives textuelles nous disent qu'il y a des Juifs présents dans l'Antiquité, et ça n'a rien de saugrenu, puisqu'il y a un développement démographique, urbain considérable en Provence et en Narbonnaise dès le 1er siècle avant notre ère. Hein, la Narbonnaise est conquise, si j'ai bonne mémoire, à la fin du 2e siècle. Donc il y a un développement économique, démographique et urbain considérable. Il y a des villes très importantes et des ports très importants comme Arles ou Narbonne, qui est un port très important à l'époque romaine. Et il y avait une communauté juive considérable à Ostie, il y en avait une à Rome, n'en parlons pas bien sûr, que Ostie et Narbonne ou Arles aient communiqué et qu'il y ait eu des migrations avec la migration romaine est très vraisemblable. Hein, Voilà, mais là on essaye d'interpréter un document de la fin du 7e siècle. Oui ? Gianni, vous n'avez pas de micro, je crois. Pardon. Est-ce qu'il y a encore des fouilles qui se font en Narbonne ou les environs? Parce qu'on dit qu'on a trouvé ça, et ce sont les seuls exemples. Est-ce qu'on peut penser qu'à force de fouiller, on en trouvera d'autres? On peut l'espérer, oui. L'intérêt des archives du sol, c'est qu'il reste énormément à trouver, à la différence des archives textuelles, qui restent à étudier, mais qui sont a priori inventoriées. Je dis a priori parce qu'on peut encore trouver énormément de choses dans les archives. Hein, c'est pas, mais évidemment, les archives du sol, c'est de la création d'archives. Hein, chaque fois qu'on fouille, alors il y a eu énormément, il y a eu beaucoup de découvertes sur le judaïsme antique et médiéval surtout, et même de l'époque moderne et même de l'époque contemporaine en France, grâce à l'archéologie préventive. Hein. Les cimetières à Châteauroux, à Châlons-en-Champagne, à Manosque, des mikvaot, donc des bains rituels, à Pernes-les-Fontaines, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voilà, j'ai pas la liste exhaustive, hein, mais simplement, ce qui fonde aujourd'hui, l'essentiel de l'archéologie, c'est l'archéologie préventive, c'est 95% de la recherche archéologique, parce qu'elle est financée par les aménageurs et qu'elle a pour but de sauvegarder par l'étude, comme je le disais tout à l'heure, des vestiges qui pourraient être enfouis là où on va faire des aménagements. Hein. Donc les autoroutes, les voies de TGV, les parkings de supermarchés et lorsque les immeubles, hein, les immeubles en ville, et lorsque les moyens sont mobilisés, les villas, les constructions individuelles. Là, c'est beaucoup plus difficile de faire payer l'aménageur. Mais si on prend le cas de Manosque, c'était sur l'emplacement d'une villa qu'on a mis au jour le cimetière. Hein, 200 inhumations, c'est considérable. Et donc c'est l'aménagement qui induit et permet et finance l'archéologie préventive, qui fait qu'on a des découvertes. On en aura sûrement, oui. Dans le cas je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'Arles, on a affaire à une découverte fortuite pendant un chantier d'aménagement. Il est possible qu'au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, l'aménageur ait soigneusement envoyé à la décharge le sarcophage. Aujourd'hui, il a appelé le musée de l'art antique. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Il nous reste 7 minutes. J'ai juste une... Sonia, excusez-moi. Oui. Parce que je voudrais Jacques. revenir sur votre remarque que je trouve très stimulante. Mais je suis complètement profane, donc je m'excuse par avance des bêtises que je vais dire. Mais le sentiment qu'on peut avoir en regardant l'inscription hébraïque, c'est que le tracé n'est pas celui de quelqu'un qui maîtrise bien l'hébreu. Parce que d'abord, le Yud, il est manquant pour Israël, comme vous l'avez remarqué. Et puis le Shalom, le Vav, je trouve qu'on dirait un Yud plus qu'un Vav. Le même, il manque, il n'est pas clos. Et je trouve que c'est le graveur. Est-ce qu'il était juif, le graveur? C'est pas forcé. Est-ce qu'il maîtrisait l'alphabet hébraïque? C'est pas évident. Et en même temps, je trouve ça très justifié. D'ailleurs, horizontalement, c'est aligné, donc ça contredirait l'hypothèse d'un ajout furtif, parce que c'est quand même quelque chose qui s'intègre très bien dans la ligne. Et la chose que je voudrais dire aussi, c'est que peut-être que c'est quand même un élément, Shalom à l'Israël, alors là du point de vue sémantique, pas du point de vue de la graphie, mais du point de vue sémantique, c'est quand même quelque chose qui renvoie plutôt à l'idée de massacre. Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. La peste est très convaincant et j'étais très passionné par cette argumentation, mais peut-être que Shalom et Israël, c'est quelque chose qui renvoie aussi au contexte de persécution. Donc on pourrait très bien avoir les deux éléments sur cette stèle. On peut, oui. Non. Alors c'est une citation d'un psaume. Hein. Le temps qu'on passe le micro à Sonia Felous, merci Jacques Gerstenkorn de cette remarque. Ce qu'on peut dire, et on a un exemple intéressant que je n'ai pas montré parce que effectivement je n'y ai pas pensé, dans la Guénizade d'Ambach-la-Ville, a été conservé et retrouvé donc lors du sauvetage de la Guéniza sous la houlette de Claire de Comps il y a quelques années, a été retrouvé le modèle de l'inscription d'une tombe d'un cimetière de Dambach, je crois. Enfin, je ne sais plus où était situé le cimetière, mais peu importe. Et donc, dont la tombe a également été retrouvée. Donc, c'est un grand papier, hein, comme un carbone en quelque sorte. Et on se doute bien que si le carbone a été fait par un hébraïsant qui maîtrisait très très bien la graphie de l'hébreu et la langue, en revanche, il est très vraisemblable que le lapidaire qui a sculpté la tombe, la stèle funéraire verticale en l'occurrence, ne l'était pas. Il a respecté le modèle qu'on lui a donné. Là, il est possible qu'en effet, que quelqu'un ait tracé maladroitement la formule sur la stèle avec un crayon, du graphite, que sais-je, un charbon de bois, et qu'elle a été tant bien que mal reproduite, précisément parce que ce n'est pas quelqu'un qui maîtrisait l'hébreu, en effet, oui. Sonia, tu voulais commenter? Juste pour vous répondre sur le Shalom à l'Israël, dans le répertoire de Neuil, on en trouve beaucoup, dans des stèles individuelles. Et dans la catacombe de Gamart, que j'ai prospecté moi-même... En Tunisie, il y a des stèles de ce genre qui ferment la place, en fait, le cubiculum dans lequel on glissait le sarcophage. Et il y a le Shalom à l'Israël qui apparaît avec, en effet, le loulav et les trogues. Quant à la stèle d'Antibes, c'est encore un Justus. Oui, c'est un Justus. Justus, oui. Fils de Silas, voilà, qui avait 72 ans, parfaitement en grec, par contre, et pas plus d'informations que ça. Alors, c'est pour ça que parfois, l'onomastique peut quand même aider pour pouvoir se diriger, parce que certains noms sont très communs aux païens et aux juifs, mais d'autres non. Non. Et souvent, d'ailleurs, ils traduisent l'hébreu. Souvent, mais pas toujours. Oui, c'est ce que dit Rénac. Hein. C'est ce que dit Rénac. Merci, merci Sonia. Justus Fils Silas m'avait échappé, bien que je l'ai déjà écrit. Mais... Est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît, une seule? Avec plaisir. S'il te plaît, la mention la plus haute de la peste justinienne, c'est 693, 12 Dans les actes? Dans les actes. Ah, je ne sais pas, j'ai pas. On a des mentions plus tardives que la stèle de Narbonne. On a certainement des mentions plus anciennes, mais ça, j'ai pas vérifié. Et on n'a pas des contemporaines? Non, il y en a. Pour la période 688-689, il y en a pas. C'est ce qui fait dire à l'un de mes auteurs, alors je sais plus lequel à l'instant,
que puisqu'on n'a pas de mention à ce moment-là, c'est pas une épidémie. Ah bah non, c'est pas vrai. Mais comme disent les historiens, comment est la formule des historiens, l'absence de l'archive n'est pas l'archive de l'absence. Enfin, je me souviens plus de la formule, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'archive que le fait ne s'est pas produit. Et en plus, ça peut être un peu antérieur à la date. Qu'est-ce qui peut être antérieur? La peste. Bien entendu. Voilà. Bien Donc, entendu, bon, oui, je voulais oui. juste savoir si c'était la plus ancienne date que tu avais trouvée. Merci. Non, alors je n'ai pas. Ça pourrait être un travail assez austère, hein, il faut bien le dire, dans les actes des conciles, un travail qui serait de regarder quelles sont les mentions de la peste sur le siècle, en effet. Mentions antérieures et non pas postérieures. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, parce qu'on va être obligé de s'arrêter. Il est presque 2 heures. Pardon? Que sont les 3 X qui sont inscrits avant Matrona? Absolument, vous avez raison, madame. Alors. Oui, il faudrait revenir à la. Pour voir quelque chose au. Voilà. Oui, manifestement, ça. Non, c'est 30. Non. Non, c'est pas 30. En l'occurrence, c'est Moudoul, Sciorella, et c'est 8, 9. Oui, c'est ça, voilà, c'est 30, oui, absolument. Oui, oui. Voilà. Ça donne l'âge des défunts. Pour ceux que ça intéresse, du point de vue épigraphique, le travail le plus poussé est celui de Chalon, que vous pourrez trouver à la bibliothèque. Hein. Il nous reste à conclure en annonçant la prochaine conférence, le 20 novembre, hein, à 12h30, sur le quartier juif médiéval de Rouen, une relecture archéologique, par Manon Banoun, qui vient de soutenir sa thèse de doctorat à l'université Panthéon-Sorbonne, et qui a travaillé sur l'édifice médiéval de Rouen et le quartier juif médiéval de Rouen. Et ça devrait être absolument passionnant. Je vous y invite vivement. Merci beaucoup à tous.